Pouvez-vous nous parler du fonctionnement des cabinets de gestion en quelques généralités? Schématiquement, deux aspects importants, l'obtention d'une carte et les différents types de cabinets. À vous d'approfondir ensuite, si vous le désirez. Pour commencer, il faut savoir que la profession de syndic est très encadrée, entre autres par la préfecture qui, jusqu'à aujourd'hui, nous délivre une carte nous autorisant à professer. Même quand celle-ci est au nom d'un cabinet, il y a toujours le nom d'une personne physique auquel la carte se rattache. En cas de problème, c'est cette personne qui sera actionnée. Les gestionnaires de copropriété ne sont pas tous syndics et ne possèdent pas forcément une carte, mais peuvent travailler sous le couvert de la carte de l'agence ou du groupe qui les emploie. Il appartient donc au propriétaire de la carte de s'assurer que ses employés, ses gestionnaires, ont bien la capacité de gérer un immeuble. Comme il appartient aussi aux copropriétaires de contrôler, pour des raisons d'assurance et de transfert de garantie, que le possesseur de la carte, le responsable juridique, a bien mandaté nommément son gestionnaire de copropriété et qu'il s'engage à le faire travailler sous sa responsabilité. Si c'est le propriétaire de la carte qui gère votre immeuble, le transfert d'assurance et de garantie ne se pose pas. Donc, pour récapituler, un syndic ne peut avoir ce titre que s'il est carté. Oui. Les gestionnaires de copropriété qui sont en général inscrits comme collaborateurs n'ont pas de carte professionnelle à leur nom? Le plus souvent. Et dans le cas de grosses agences, il y a quelquefois ce que l'on appelle un principal de cabinet. C'est un collaborateur qui fait l'intermédiaire entre le syndic et les gestionnaires de copropriété. Maintenant, parlons des différentes catégories de cabinets, ce qui sous-tend le type de gestion que vous allez avoir avec chacun d'eux. Entendons-nous bien, il n'est nullement question dans mes propos d'émettre une quelconque échelle de valeur. Si ces catégories existent, c'est qu'elles ont trouvé un marché qui leur était dédié. Vous avez trois grandes catégories d'administrateurs de biens. La première est constituée par les réseaux à vocation nationale. La deuxième catégorie, ce sont les cabinets et agences de moyenne taille. On verra dans un instant ce que l'on entend par cabinet moyen. Et vous avez la troisième catégorie qui est constituée de petits cabinets, que l'on qualifie souvent de syndics de proximité ou de syndics familiaux, deux qualificatifs oubliés pendant des années et qui reviennent fortement à la mode. La première catégorie, les réseaux, sont tenus essentiellement par des actionnaires dont le capital appartient soit à des fonds de pension, soit des banques, soit des compagnies d'assurance. À ce stade, on peut dire que l'on n'est plus dans une logique de gestion patrimoniale et familiale, mais plus sûrement dans une logique de rentabilité financière. Ce sont des groupes avec leurs filiales multicasquettes. Nous les retrouvons dans la promotion et les prêts immobiliers, la vente, la location, les assurances, la gestion de patrimoine, sans compter divers partenariats ou participations avec des entreprises ayant un rapport avec le bâtiment, ascensoriste, curage, prévention d'incendie, chauffage, compteur d'eau et autres. Ces réseaux ont la volonté affichée de couvrir et d'encadrer tout ce qui peut toucher à la bulle immobilière. Ils délivrent en règle générale une gestion de masse et leur pratique tarifaire est du même acabit. Ils peuvent avoir comme but non pas uniquement de vous vendre leur gestion, mais aussi leurs produits dérivés, assurances, mutuelles, etc. C'est pour cela que, bien souvent, ils ont la volonté hégémonique de garder par divers moyens les copropriétés acquises en les rendant captives s'il le faut. Pour employer un raccourci cavalier, qu'il m'en excuse, on peut dire que pour eux, les copropriétés sont un moyen de gagner de l'argent, alors que l'argent devrait être un moyen pour gérer des copropriétés. Néanmoins, s'ils existent, c'est qu'ils correspondent à un certain type de marché et de copropriété.
Vous avez ensuite les syndics de moyenne importance. Dans cette catégorie, vous avez à boire et à manger. Tout dépendra de l'état d'esprit du syndic qui est à la tête de son cabinet. Soit il a des visées expansionnistes, et il se rapprochera des méthodologies des grands groupes, son but pouvant être soit d'acheter un confrère, soit de se faire acheter lui-même, auquel cas il s'entourera de moyens logistiques et d'une méthodologie de travail identique aux futurs acheteurs afin d'avoir une transition, une passation la plus douce possible. Ou alors l'inverse, il voudra maintenir une qualité de prestation digne des syndics de proximité, mais il aura fort à faire, la grosseur de son portefeuille client et son organisation pour le gérer, ne pouvant l'amener qu'à faire une gestion qui sera à terme dépersonnalisée. Dans cette catégorie qui représente pas mal de monde dans la profession, ce n'est pas simple et très peu arrivent à garder un équilibre. Et puis, vous avez la troisième catégorie, les petits syndics, sans être péjoratifs, appelés aussi syndics de proximité ou familiaux. Ce sont en général des agences de quartier qui rayonnent autour de leur implantation. Elles ont quelquefois une, voire deux succursales et pratiquent une gestion appelée, entre guillemets, de bons pères de famille. Elles connaissent, pour la plupart d'entre elles, leurs copropriétaires et leur histoire, et délivrent le plus souvent une gestion sur mesure à leurs copropriétaires. Elles aussi, si elles existent, c'est qu'elles correspondent à un certain type de marché et de copropriété. C'est ce type de gestion et de cabinet qui correspond le mieux à l'état d'esprit d'Abado Immobilier que je représente. Voilà, je vous ai brossé sommairement les trois grandes catégories de syndics. Il en existe d'ailleurs d'autres, je pense aux administrateurs judiciaires, qui peuvent être aussi syndics, mais là, on entre dans toute autre chose.